Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. The growing threat of climate change could define the contours of this century more dramatically than any other. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans CLAP, le podcast qui lance l'action. Nous accueillons aujourd'hui Sabine Rabourdin, anthropologue, auteure, formatrice sur les thématiques d'accompagnement du changement, mais aussi professeure de yoga. Aujourd'hui, au cours du podcast qui va suivre, nous parlerons de conduite du changement à l'échelle européenne, à travers le Fulfill Project, mais également de la place des besoins fondamentaux dans nos prises de décision. Bonne écoute! Sabine Rabourdin, bonjour. Pour commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené sur les thématiques environnementales et comportementales. Alors, à l'origine, moi j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai commencé par des études d'ingénieur, mais en fait, je voulais faire de l'astrophysique. C'est pour ça que j'avais fait ingénieur, et puis j'avais choisi la filière nucléaire parce que c'est ce qui menait à l'astrophysique. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte en faisant des stages en astrophysique que c'était beaucoup de programmation derrière un ordi et ça me faisait beaucoup moins rêver que l'idée de regarder les étoiles. Et là, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Mais bon, je me suis rendu compte un peu tard, donc j'étais déjà ingénieur nucléaire. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire comme métier ? Il y avait beaucoup de demandes en fait d'emploi dans la nucléaire parce que finalement, il y a toujours un manque de personnel un peu qualifié. En tout cas à l'époque, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, et donc je trouvais des métiers à EDF sur les centrales, et ça m'allait pas trop. Et en fait, du coup, j'ai rejoint le réseau Action Climat France, qui est une ONG qui rassemble plusieurs associations qui travaillent sur la lutte contre le changement climatique. Et donc c'est une ONG française, mais qui a aussi, qui est internationale. Et moi, j'ai rejoint la branche française. Et là, en fait, c'était à l'époque où je reprenais mes études d'anthropologie. J'avais fait un mémoire sur pourquoi la société ne réagit pas face au changement climatique. Et ça, c'était il y a 20 ans. Parce qu'à l'époque, en fait, personne ne parlait vraiment de changement climatique. C'était très confidentiel. Enfin, oui, il y avait des COP, donc les conférences des parties, des États qui se réunissaient, mais c'était... parce que Kyoto, c'est en 95, je crois. Ouais, donc moi, c'était quand même après Kyoto, mais c'était pas très médiatisé, en tout cas. Pas du tout autant qu'aujourd'hui. Et du coup, moi, quand j'avais pris conscience de l'ampleur du sujet, je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas autant ? Pourquoi il n'y a pas des politiques fortes dans le domaine ? Enfin, je ne comprenais pas le décalage entre l'importance de ce qui s'annonçait et l'action de la société. Et là, du coup, j'ai commencé à faire justement un travail d'enquête sur les freins, les croyances, les comportements, tout ce qui expliquait pourquoi la société ne réagissait pas. Et du coup, par rapport à l'éco-anxiété, moi, j'avais l'impression de connaître une info super importante, et je me disais, mais attends, il faut la partager, il faut la diffuser, il faut que les gens se bougent. Et c'était un mur que j'avais vraiment en face de moi. Au réseau Action Climat, je m'occupais aussi pas mal de lobbying, c'est-à-dire d'avoir des rencontres avec des gens du gouvernement ou des médias. Et puis, je me disais, mais non, mais ça bouge pas, il faut que ça bouge. Et puis, à ce moment-là, j'avais sorti un premier bouquin qui s'appelait « Changement climatique, comprendre et agir ». Et je m'étais dit, ouais, si tout le monde connaît l'enjeu, et puis si tout le monde a les solutions, parce qu'il y a 20 ans, on avait déjà toutes les solutions. Donc moi, je voulais l'appeler le guide des solutions, mais l'éditeur trouvait ça pas très vendeur. Mais en fait, pour moi, c'était, ok, on donne les solutions et tout le monde va pouvoir se les approprier, et puis c'est bon. Mais non, il fallait que le temps que les gens comprennent qu'il y avait un problème ou un sujet, qu'ils comprennent le problème, qu'ils se l'approprient, parce qu'il y a toute une phase aussi de rejet. C'est-à-dire, moi, j'avais en face de moi des gens qui disaient que c'était pas vrai. Ça, c'est un système de défense. Après, j'ai analysé ces comportements. Que de toute façon, même si c'était vrai que c'était une fatalité, qu'on pouvait rien y faire, et qu'il fallait rien y faire, puisque c'était le cours des choses, il y avait plein d'arguments ou de comportements qui justifiaient une inaction. Et du coup, moi, je me disais, mais mince, on va aller droit dans le mur avec tout ça. Donc,
j'avais beau l'analyser, l'étudier et voir que c'était un comportement humain. Et au même titre que toutes les lois de la nature, il n'y avait pas grand-chose à y faire parce que c'était quelque chose de naturel, ce comportement, de protection en fait. Je me disais, mais non, mais quand même, là, ça va être la cata, il va y avoir des guerres, les ressources en eau. Je voyais, parce que je lisais plein de rapports, c'était mon métier, donc je lisais plein de rapports sur tout ce qu'il allait se passer. Et là, je commençais effectivement à développer une forme d'éco-anxiété. Et je me suis dit, bon, soit je pète un câble, soit je trouve un moyen de relativiser. Parce que quelque part, il n'y avait pas vraiment d'issue, c'est-à-dire j'essayais, moi, de faire ce que je pouvais pour informer. J'essayais de comprendre le fonctionnement de la psyché humaine pour voir pourquoi ça ne bougeait pas. Mais en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé justement, c'est l'approche des philosophies orientales qui m'a vraiment aidé à relativiser. Et notamment, il y a une phrase de Shantideva que je me souviens, je la mettais dans mes conférences et je disais, voilà, ça sert à rien de paniquer. En gros, Shantideva, il dit, si vous avez un problème, soit vous pouvez y faire quelque chose, et dans ce cas-là, no stress, soit vous pouvez rien y faire, et dans ce cas-là, no stress, de toute façon, vous pouvez rien y faire. C'est ce genre de philosophie qui m'a pas mal aidée. Et puis, après, j'ai aussi travaillé aussi sur moi, sur mes émotions, sur essayer de mieux comprendre ce qui jouait pour mes émotions. Et après, au final, j'ai fait la part des choses entre ce que je pouvais faire moi, donc un peu comme ce que dit Shantideva, faites ce que vous pouvez faire en gros et ok. Puis toute la partie qui finalement était au-delà de ma portée, de ma zone de capacité, c'est vraiment les termes qu'on emploie dans les formations, c'est quoi votre zone de capacité? Et tout ça, je me disais, ça, je peux rien y faire. Tout ce champ-là, c'est-à-dire la sphère politique, les grandes entreprises, l'international, mon voisin, ma famille, tout ça, je peux pas y faire grand-chose. Je peux faire moi, ma partie personnelle, ma famille proche, je peux en parler aux gens que ça intéresse, je peux faire des formations, je peux faire des bouquins, mais le reste, je peux rien y faire. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est posé, accepter que de toute façon, ça, je peux rien y faire et que c'est pas dans mon champ de capacité. Donc ça, c'est le premier un peu élément qu'on transmet en formation, c'est parce qu'on a beaucoup de gens qui sont un peu en éco-anxiété, qui viennent dans ces formations, on leur dit, mais ok, c'est quoi votre zone de capacité? Si vous êtes en épuisement, c'est que vous l'avez dépassé. Et du coup, ça m'a permis de ne pas être justement dans cet épuisement, de rester à la frontière de ok, là j'agis, je fais pas rien parce que si je fais rien, je me sens pas bien, j'ai ma conscience qui me dit mais non, attends, fais quelque chose. Mais je fais ce que je peux faire et le reste, tout ce que je peux pas faire et qui est hors de ma portée, j'accepte que je puisse rien y faire. D'accord. C'est super intéressant. Du coup, on a vu que tu avais participé donc, au Fulfill Project. Voilà, c'est ce projet-là, ouais. Ok. Du coup, est-ce que tu pourrais donc nous le présenter un peu plus, nous donner un peu de détails sur le positionnement de l'Europe quant à la sobriété, quant au changement de comportement et voilà, comment est-ce que toutes ces choses-là fonctionnent? Ok. Alors c'est peut-être un peu prématuré parce que le projet n'est pas fini et donc c'est difficile de donner une grande conclusion tout de suite, mais bon, certaines des parties sur lesquelles moi je travaillais sont finies, donc je peux te donner quelques grandes infos dont je vais essayer de me souvenir tout de suite. Je travaille avec Aurore Flippo, qui est sociologue aussi, sur le projet pour la France. Et puis avec d'autres personnes de l'Asso Négawatt qui sont plus sur comment élaborer un scénario. Parce qu'en fait, l'Asso Négawatt travaille beaucoup sur des scénarios de transition. Je ne sais pas si tu connais le scénario Négawatt pour la France. Ouais, peut-être que pour les auditeurs, on peut faire un rapide rappel. C'est surtout des ingénieurs, mais de plus en plus, justement, il y a la partie sciences humaines qui rentre en compte. Donc, ils essayent de prendre toutes les données connues sur les consommations d'énergie et les productions d'énergie et de voir comment on peut réduire les émissions d'un facteur 4 tout en n'augmentant pas le parc nucléaire. Et donc, ils proposent un scénario. Ça s'appelle le scénario Négawatt. Du coup, c'est une association. C'est une association qui propose des scénarios pour réduire les consommations. Ouais, c'est ça. Donc, au niveau de la France. Et qui donne du coup des trajectoires. Et là, l'idée, c'était de faire la même chose pour l'Europe. Donc, ils ont aussi un scénario européen. Ils travaillent avec différents partenaires européens. Et donc, voilà, au sein de Négawatt, il y a eu ce partenariat avec différents pays européens pour travailler spécifiquement sur ce projet Fulfill qui étudie la sobriété énergétique.
Donc c'est pas toute l'Europe, c'est que du coup j'ai cité les pays. Donc, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque pays a vraiment des particularités. Moi, je pensais que en Allemagne, en France, au Danemark, par exemple, ou en Italie, on avait à peu près euh, les mêmes modes de fonctionnement par rapport à la consommation d'énergie, de viande, de déplacement. Mais alors, en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de l'Europe qui a vraiment influencé certains comportements, notamment pour l'Allemagne, avec tout ce qui est mur de Berlin, Allemagne de l'Est. Par exemple, en Allemagne de l'Est, il y avait des comportements très sobres, qui étaient liés aussi au communisme, mais il y a des choses qui sont restées de cette sobriété. Et à l'opposé, l'Allemagne de l'Ouest ressemblait à un espèce de paradis capitaliste avec beaucoup de consommation et de gaspillage. Je rentre dans des schémas, mais du coup, il y a ça qui est très présent en Allemagne. Je ne pensais pas à ce point encore aujourd'hui. Par exemple, la crise énergétique, là, avec la guerre en Ukraine, a eu beaucoup plus d'impact sur certains pays que d'autres. Par exemple, en Italie, c'est la cata. Les prix de l'énergie ont vraiment augmenté parce qu'ils sont beaucoup plus dépendants que d'autres pays comme l'Allemagne. Puis l'Allemagne a des réseaux de chaleur. Au Danemark aussi, il y a des réseaux de chaleur qui font que du coup, l'impact est plus réparti. Enfin voilà, il y a des systèmes en fait, soit d'aménagement, soit de politique publique qui font que les pays n'ont pas réagi du tout de la même manière sur la crise énergétique. Ok. En France, ça a réduit les consommations, la crise énergétique, mais dans d'autres pays, non. Donc, pour résumer, en fait, donc le Fulfilled Project, donc, qui a pour objectif, en fait, d'une part, j'imagine, de comprendre, en fait, le fonctionnement de la sobriété à l'échelle européenne, mais également, du coup, de tracer des lignes directrices, c'est ça Oui, également l'idée, c'est quand même de proposer des Et comme politiques ça, à terme publiques. C'est-à-dire qu'on étudie des mesures comme l'introduction des régimes végétariens dans les cantines, par exemple, et voir comment ça, c'est perçu par la population. Et est-ce que les gens sont prêts à ça? En gros, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette mesure soit acceptée? Sous quelle forme, en fait? Ça marche. Et du coup, donc, de ce que je comprends, en fait, il y a quand même pas mal de cas par cas en fait, qu'on constate d'un pays à l'autre. Ouais. L'idée du coup du Fulfilled Project, c'est de trouver en fait des recettes entre guillemets qui ont fonctionné pour un pays, pour les appliquer à d'autres pays. Alors l'idée, c'est aussi d'avoir des règles communes européennes. Certaines choses. Ouais, idéalement, ça serait super. Après, il faut voir qu'il y a plein d'échelons différents. Au niveau communal, il peut se passer des tas de choses. Je vais donner un autre exemple. On a étudié différentes initiatives locales comme Zéro Déchet. Donc, c'est des associations qui travaillent sur la réduction des déchets à la source, dans les comportements plutôt. On a étudié aussi des tiny house, donc les toutes petites maisons, donc des gens qui vivent de manière très sobre parce que du coup, ils ont très peu de surface. Et ils limitent vraiment leur consommation, que ce soit d'eau, d'électricité, mais aussi de biens matériels. Donc ça, c'est des choses qui doivent être aussi étudiées au niveau local, parce que pour qu'il y ait des tiny, il faut aussi que les maires accueillent sur leur commune des espaces dédiés aux tiny, parce que la grande difficulté pour les tiny aujourd'hui, c'est de trouver des lieux où s'implanter. Et ça, l'Europe peut dire, ok, on impose qu'il y ait des espaces, un peu comme pour les gens du voyage, on impose qu'il y ait des zones dans chaque commune pour des tiny. Ça peut être une loi européenne. Mais le problème, c'est que si c'est trop coercitif, c'est-à-dire que si on impose trop, il risque d'y avoir de la résistance. Et ça, c'est ce qui a été observé, par exemple, pour l'avion. Le plus étonnant, c'est, je sais pas si, à ton avis, qui a bloqué le plus la loi climat résilience sur l'aviation? C'est une bonne question. Alors ça, non, aucune idée. J'aurais dit la lobby, mais... Ouais, mais non, en fait, alors le lobby de l'avion peut-être un peu, des aéroports, ce que tu veux, mais non, c'est les collectivités, c'est les communes. Notamment les communes concernées par des dessertes en avion, tout ça. Et ça a été aussi le cas, par exemple, pour la loi alimentation sur la loi Egalim sur les menus végétariens. Il y a beaucoup de communes qui ont résisté en disant mais ok, on ne veut pas nous imposer ce fonctionnement. Donc, c'est-à-dire que si les lois elles viennent d'en haut, on voit bien, ça, quand Bruxelles impose des lois, ça crée des résistances localement. Donc il y a quand même un espèce d'équilibre à trouver entre l'autonomie aussi des espaces territoriaux et des directives plus globales. Il faut vraiment trouver cet équilibre-là. Et ce constat, il est également valable. Moi, j'ai été frappée de ça, c'est vraiment un résultat de Fulfill pour moi. C'est que quand on impose aux gens une mesure, alors par exemple, la limitation de la vitesse sur autoroute, les gens, ils râlent. Alors surtout en France, on aime bien râler. Et en fait, mais
ils n'arriveraient pas à se l'imposer à eux-mêmes, même s'ils le voulaient. Par exemple, je me souviens d'avoir interrogé quelqu'un qui disait: «Ah, moi, j'arrive pas à m'empêcher d'aller au sport d'hiver». Et bon, ça a l'air de rien comme ça, mais au sport d'hiver, il y a quand même beaucoup de consommation d'énergie derrière. C'est pas très sobre, on va dire. Ça veut pas dire qu'on doit complètement s'interdire, mais lui, il y va beaucoup. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment être dans une démarche de sobriété sur plein d'autres aspects dans sa vie. Et du coup, il disait: «J'aimerais bien qu'on m'impose, qu'on m'interdise d'aller au sport d'hiver». C'est-à-dire que il n'arrive pas à se l'imposer à lui-même, et donc il voudrait que l'État lui impose. Donc d'un côté, tu as des gens qui râlent quand on leur impose quelque chose, et tu as d'autres qui veulent qu'on leur impose quelque chose parce qu'ils n'arrivent pas à se l'imposer eux-mêmes. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment, pareil, trouver un équilibre entre, ok, j'impose quelque chose d'en haut, mais je laisse l'autonomie aux gens pour qu'ils décident comment. Tu vois, on peut imposer le quoi, mais pas le comment. Par exemple, on vous impose de... alors, ça c'est un peu caricatural, mais on vous impose une quantité de CO2 par habitant, mais c'est vous qui choisissez comment vous répartissez. D'accord. Ça, c'est une clé pour justement favoriser l'acceptation d'une décision. Voilà. Je De pense qu'il travailler faut sur vraiment le laisser aux comment. gens le choix de comment ils le font. Ok. On peut leur donner l'objectif, mais pas le moyen d'y arriver. Et est-ce que le Fulfill, du coup, le Fulfill Project, du coup, a participé justement lors de ces propositions à l'élaboration un peu de ce curseur entre, je dirais, l'autonomie des parties concernées, donc ça peut être les communes, ça peut être les États membres, ça peut être même entre les deux, toutes les strates, et la directive européenne en question, pour justement s'assurer d'avoir une répartition du pouvoir qui est suffisante entre les deux? Ça, c'est des suggestions qu'on fait. Après, c'est les États, les politiques qui vont choisir ou pas de prendre en compte. D'accord. Mais il y a tellement Mais en d'autres amont, enjeux. je veux dire, le biais comportemental. Oui, voilà, Ok. tout ça est... Disons que c'est un gros rapport. Je ne sais pas si beaucoup de décideurs vont le lire. Il y aura un scénario aussi, et puis des propositions de politique publique. Mais est-ce que les décideurs vont le lire? Ça, c'est... Sur la partie enquête qualitative, on a étudié des gens qui sont dans une démarche de sobriété plutôt importante par rapport au reste de la population. Et j'ai été frappée de voir à quel point il y avait des changements de trajectoire chez ces gens. Par exemple, des gens qui vivaient à Paris, dans des apparts, qui bossaient dans des métiers qui font de l'argent, quoi. Et puis tout d'un coup, paf, bifurcation. Et tout d'un coup, ils arrêtent. C'est-à-dire qu'ils vont faire du woofing, ils vivent dans leur camion, puis petit à petit, dans une tiny ou dans autre chose, et ils font de la permaculture. Enfin, il y a vraiment cette bifurcation comme une prise en compte de ah oui, non, mais là, c'est plus possible. Et ce qu'on a remarqué, c'est que souvent les comportements de sobriété vont de pair aussi avec une sobriété du travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si d'un côté, on avait une société qui était à fond prise dans OK, il faut que je travaille plus, et prise dans une espèce de vitesse, et que ces gens-là, ils n'avaient même pas le temps de se poser, de se dire OK, comment je peux avoir une vie plus sobre et plus heureuse. Parce que souvent, les gens sobres, ils sont hyper heureux. Alors ça, c'était flagrant. Entre ceux qui étaient sobres, on peut croire que la sobriété, c'est pas cool, mais tous ceux qu'on a interrogés qui sont dans des démarches de sobriété, à part l'éco-anxiété, sinon, pour le reste, c'est des gens quand même vachement plus heureux que les autres qu'on a un peu pris au hasard du panel. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. La sobriété égale pas malheureux, au contraire. Et donc, c'est des gens qui, pour être dans une cohérence, ont réduit leur temps de travail. Mais en fait, comme ils ont beaucoup moins de besoins parce qu'ils consomment moins d'énergie, d'espace, de biens, ils ont moins besoin de travailler. Et souvent, c'est des gens qui, du coup, choisissent leur métier. Ils vont faire une mission comme ci, une mission comme ça, ils font du bénévolat aussi, beaucoup. Et ça leur apporte beaucoup de bonheur aussi de pouvoir choisir leur métier, le temps de travail qu'ils veulent y consacrer. Et c'est possible parce que, du coup, ils ont beaucoup moins de besoins. Donc, il y a vraiment ce lien entre temps de travail, lien au travail, et démarche de sobriété. Alors, d'ailleurs, le mot sobriété, on a étudié ce mot-là dans le projet pour voir si c'était un mot qui parlait aux gens. Il n'y a qu'en France où, en anglais, c'est sufficiency. Donc en France, on le traduit par sobriété. Il n'y a qu'en France où ça a un sens. Dans les autres pays, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mot pour la sobriété. Ils ne comprennent pas la démarche, ils ne comprennent pas... Non, le mot en lui-même, sufficiency, quand on le traduit, par exemple en allemand ou en danois ou en letton, tout ça, il n'y a pas de mot qui correspond. Donc quand on explique que c'est dans un contexte environnemental, tout ça, ils disent « Ah, je vois de quoi tu parles ». Mais non, en fait...
Et en France, du coup, à un moment, on s'est dit, mais est-ce que sobriété, c'est le bon mot? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'appeler la suffisance? Parce que dans suffisance, il y a un côté quand même de bien-être. Ça me suffit, je suis remplie, quoi. Mhm. La sobriété, c'est un peu un côté un peu coercitif, où je me prive de quelque chose. Voilà, mais en fait, bon, après, en étudiant ce mot et comment ça résonnait chez les gens, suffisance, ça n'avait pas forcément plus de sens que sobriété, donc on a gardé ce mot. Ça marche. Mais c'est intéressant ce que tu dis, même sur les langages, en fait. Se rendre compte que, à l'intérieur même d'une culture, parce que du coup, le langage, ça traduit quand même la culture des peuples, se rendre compte qu'il n'y a rien qui définit, en fait, juste ce concept. Non. Souvent, Ça par exemple, je me sous-entend. souviens que ils traduisent par suffisant. Et suffisant, par exemple, ça va être une note à l'école. Tu sais, quand tu as eu passable, suffisant, très bien. Donc, du coup, il y a un côté un peu pas cool, quoi. Tu as eu suffisant, c'est pas assez, Ouais. quoi. C'est juste qu'il faut, mais et il y a un côté scolaire derrière. D'accord. Et bah du coup, merci beaucoup pour tes infos du coup sur le Foufli Project, super intéressant. Euh, J'aimerais bien revenir un peu sur l'ethnologie. Euh, du coup, comme tu le sais, nous notre projet un peu c'est de s'intéresser un peu pareil, donc comme tu disais, donc au changement de comportement et un peu de voir comment les différents corps de métier qui se concentrent sur justement, qui se penchent sur ces questions de changement de comportement, en particulier dans la lutte contre le changement climatique, se l'approprient et comment eux ils visualisent les choses. Et nous du coup on était super preneurs d'avoir ton avis un peu sur voilà, comment toi à travers du coup un de tes métiers qui est l'ethnologie, t'avais pu quelle vision t'avais en fait des changements de comportement en France ou même en Europe à travers le Fulfill Project, mais comment tu voyais ces choses-là? Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les besoins fondamentaux. C'est D'accord. un des grands sujets qui m'intéresse, à la fois dans les formations et dans ce projet. C'est le besoin fondamental, en fait, c'est... Je sais pas si tu as fait de la communication non violente, ça te parle? Souvent en communication non violente, on apprend aux personnes à se parler en disant mais c'est quoi mon besoin? Au lieu de dire t'es un pauvre con, t'as pas fait la vaisselle, on dit j'ai un besoin de propreté, ou j'ai un besoin de respect, ou j'ai un besoin d'équité. Moi j'ai fait la vaisselle hier, toi tu l'as pas fait. Donc en fait un même problème, la vaisselle, peut être renvoyé à différents besoins. Donc exprimer son besoin plutôt que le qu'est t'es con, t'as pas fait la vaisselle, ça permet d'éviter la violence, d'où la communication non violente. Mais du coup, dans la communication non violente, il y a eu un travail fait sur les besoins fondamentaux. Il n'y a pas que là où il y a eu un travail sur les besoins, notamment il y en a eu beaucoup avec la pyramide de Maslow, les besoins fondamentaux. Mais ça, c'est bien plus ancien et c'est des besoins qui sont plus de l'ordre des besoins de survie. Je ne sais pas si tu connais avec l'histoire de... déjà, il faut avoir un abri, après, il faut manger, après, la santé, puis après, éventuellement, on peut se poser des questions plus philosophiques, mais il y a ça, un peu, voilà, côté sécurité, puis après, loisirs, quoi, en gros. Là, nous, on a travaillé dans Fulfill et dans les formations sur l'accompagnement au changement, on travaille sur une liste des besoins un peu plus, profonde, je dirais. Je sais pas comment la qualifier, mais par exemple, il y a un besoin de paix, qui est besoin que les choses soient apaisées, qu'il y ait de l'harmonie, d'avoir du temps. Ça, c'est plutôt un besoin fondamental de paix. D'un autre côté, on va avoir un besoin d'expression de soi, c'est-à-dire pouvoir être créatif, pouvoir se positionner dans le monde. Et puis, on peut avoir des besoins d'empathie, d'être en lien avec les autres, de partager des choses. Et ça, par exemple, on le retrouve beaucoup chez les gens qui sont dans la sobriété, qui vont, par exemple, être dans l'habitat partagé, qui vont faire des projets ensemble. Et ça, c'est un besoin d'empathie. Donc, Et tout ça du coup, pour... ouais. Ah, vas-y, pardon. Ah oui, vas-y. Tout ça pour dire que, en fait, quand on parle de sobriété ou de transition écologique, dans les comportements humains, il faut savoir quel besoin fondamental les gens cherchent à satisfaire quand ils font ce choix. Et c'est là où on voit qu'il y a des besoins complètement différents selon les gens. Et c'est une très bonne porte d'entrée d'amener un changement de comportement par un besoin qui va être satisfait. C'est ça, ah, c'est super intéressant. Du coup, en gros, oui, c'est ça, en fait, les personnes qui deviennent sobres du jour au lendemain, en fait, ont juste répondu, en fait, à un besoin qu'ils avaient. Exactement. Donc, par exemple, gagner du temps, gagner
de l'apaisement, gagner Ouais. des choses comme ça. Gagner du lien humain et du coup ça va changer la solution. Par exemple, les gens qui vont être en tiny house, c'est moins des gens qui vont être dans un besoin d'empathie, de partage. Ce qu'on appelle le D'accord. besoin d'empathie, c'est des gens justement qui veulent être plutôt en lien avec les autres, en communauté, partager des choses. Ce besoin d'empathie, on va le retrouver par exemple chez des gens en habitat partagé. Et donc ça introduit de la sobriété, l'habitat partagé, parce qu'il y a des biens en commun, il y a moins de surface. Ou par exemple les gens qui vont être dans des AMAP, tout ce qui est soutien à l'agriculture paysanne, donc qui permet aussi de réduire l'empreinte carbone parce qu'on soutient des filières locales, souvent bio. Et ça, il y a des gens qui vont dans ces AMAP parce que ça fait du lien avec le paysan, avec le territoire, avec les voisins. Mais il y a des gens aussi qui satisfont un besoin de sens. Ça, c'est aussi il y a 7 ou 8 besoins fondamentaux, selon la liste qu'on prend. Le besoin de sens, c'est un besoin super important aussi. Là, par exemple, on va trouver le sens préservation de la planète, écologie. Mais ça peut être la justice, c'est aussi un sens qui... c'est une raison d'exister qui donne du sens à ta vie, en gros, quoi. Et donc, il y a des gens qui vont être en démarche de comportement plus sobre pour une question de sens, par exemple. Et du coup, aujourd'hui, si on prend par exemple la population française, ce qui fait que du coup, on a des problèmes de changement de comportement, c'est qu'aujourd'hui, les besoins qui sont prédominants, entre guillemets, par la majorité de la population sont plus des besoins du coup de consommation qui prennent le pas, par exemple, sur d'autres besoins qui pourraient être justement du lien social, de l'apaisement, des choses comme ça. Exactement, tu as tout compris. En fait, on a vraiment relié ça à... par exemple, les gens qui ne changent pas leur comportement alors qu'ils savent que il faudrait, pour des raisons écologiques ou d'équité, par exemple pour l'eau, tu vois, là, on a un problème de ressources en eau, qui est prêt à changer son comportement. Les gens qui ont comme besoin fondamental le bien-être, c'est aussi dans la liste des besoins. Donc le bien-être, ça va être le confort, par exemple, besoin de lumière, d'espace, d'être bien dans son corps. Et ces gens-là, ils vont avoir du mal à se priver de leur voiture, à se priver de leur consommation d'eau, d'énergie. Par exemple, réduire la température l'hiver, non. Alors que des gens qui ont un besoin d'empathie, ils vont le faire beaucoup plus facilement. Okay. Après, il faut se dire que les besoins sont tous aussi importants les uns que les autres. Chacun, selon son histoire, on va avoir besoin c'est le cas de le dire, de compléter un besoin insatisfait. Par exemple, si dans l'enfance, on n'a pas pu vraiment s'exprimer, on va avoir un besoin d'expression de soi plus fort. Puis ça peut varier aussi selon l'âge, mais D'accord. c'est vrai que plus les gens ont un besoin de bien-être important, moins ils vont être prêts à faire des efforts de transition écologique. Ouais. À moins, et c'est là où c'est important, à moins de trouver des solutions qui à la fois soient bénéfiques pour le climat et soient bénéfiques pour le besoin de bien-être des gens. Et c'est là où, en fait, dans les changements de comportement, quand on accompagne des gens, on peut leur dire de quelle manière, si vous adoptez par exemple le vélo plutôt que la voiture, ça peut contribuer à votre bien-être. Et ça peut être un message qui va parler à des gens qui ont un besoin de bien-être, important, mais ça ne va pas parler à quelqu'un qui a besoin de paix ou de temps, si le vélo prend plus de temps, par exemple. Donc, dans l'accompagnement, nous, on apprend aux gens à vraiment trouver on a le jeu des baguettes pour schématiser ça, où en fait chacun tient une baguette et si on la tient pas chacun d'un côté, elle tombe. Et donc c'est-à-dire que chacun a un besoin à satisfaire d'un côté. La personne qui va accompagner le changement, son besoin, c'est parce qu'elle est mandatée par la collectivité, par exemple pour réduire les déchets ou les déplacements en voiture. Son besoin, c'est que l'autre personne réduise ses trajets, par exemple, ou ses déchets. Mais la personne en face, elle n'a pas le même besoin. Elle veut par exemple du bien-être ou elle veut de l'empathie. Donc l'objectif, ça va être de comprendre quel est le besoin de cette personne pour qu'elle arrive à satisfaire mon besoin à moi ou le besoin commun de la collectivité tout en respectant le sien. Parce que si l'effort que je lui demande, par exemple, de trier ses déchets, nuit à son besoin, elle ne va pas le faire. Et donc, il faut que les solutions proposées prennent en compte les besoins de chacun. C'est du job, c'est-à-dire que ça veut dire vraiment essayer de designer les solutions en fonction de chaque personne. Et ça, c'est long. Mais c'est le seul moyen que ça marche vraiment durablement. Sinon, les gens, ils se sentent obligés de changer et dès qu'on a le dos tourné, ils reviennent à leur ancien comportement.
D'accord. Et pour revenir encore une fois sur cette espèce de, je sais pas, par exemple, on a l'impression un peu qu'il y a un espèce de besoin prédominant dans notre société actuelle, Ouais. qui est un espèce de besoin d'amas De possession. de possession, un besoin peut-être de pouvoir, un besoin de domination peut-être, je sais pas. Ouais, alors ça, est-ce que Vas-y, ouais, vas-y. Est-ce que, d'une part, vous savez si historiquement ça a toujours été le cas? Est-ce qu'à un moment il y a des sociétés qui étaient différentes, qui vivaient différemment, avec des besoins exprimés différemment? On a vu que vous aviez écrit un bouquin qui s'appelait, faut que je retrouve, Les sociétés traditionnelles au secours des sociétés modernes, Ouais, qui tout à fait. abordait peut-être ces choses-là. Donc je sais pas si on peut reboucler éventuellement un peu sur Ouais, ça. bien sûr. Alors, pour répondre à la fin de la question, oui, il existe et il a existé des sociétés qui n'avaient pas du tout ça comme valeur fondamentale. Je repense par exemple à la pratique du potlatch, c'est les Indiens de la côte ouest des États-Unis qui célébraient la destruction de biens inutiles. J'aimais bien cette idée, c'est en fait tout ce qu'ils avaient produit et qui finalement n'avait pas d'utilité était un excès. En fait, tout ce qui symbolisait un excès était rassemblé et était brûlé. Parce que du coup, l'objectif, c'était de pouvoir produire pour répondre aux besoins. Et quand on avait fait trop, c'était mal vu, quoi, en gros. Bon, après, il y a d'autres choses autour de ces rituels, mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est ça, c'est tout l'excès est mal vu. Et ça, on le retrouve par exemple, dans d'autres sociétés. Je m'en souviens de Marshall Salins, qui est un ethnologue, pour le coup, parce que c'est un vieux de la vieille, qui avait encore ce terme-là, mais bon, un anthropologue qui a étudié des populations, il me semble, à Bornéo, et qui montrait qu'en fait, l'objectif, c'était de produire juste assez pour les besoins, mais pas de dépasser les besoins. Et ils arrivaient à avoir un temps de travail très faible, de l'ordre de 3 heures par jour, il me semble. Et donc voilà, nous, on en est à au moins 8 heures par jour, plus ça, Qu'est-ce qui c'est sûr. motivait justement cette envie de De, travailler de répondre uniquement à ses besoins et pas de faire plus? ça, c'est pour les besoins matériels, parce que ça leur laissait le temps de répondre à d'autres besoins, qui étaient des besoins, par exemple, d'empathie, de faire le lien avec les autres, donc de discuter, ou des besoins de paix, de pouvoir se reposer. Beaucoup de temps de partage, par exemple, que ce soit des temps sociaux avec de la musique ou avec juste des temps de partage. Donc ça, ça c'est des exemples assez flagrants. Et c'est vrai que ça fait réfléchir à notre société actuelle où on se dit, non, effectivement, aujourd'hui, on est, effectivement, tu as raison, je ne l'avais pas vu comme ça, mais dans un besoin plus d'expression de soi. Parce que la possession, surtout quand on veut posséder pour s'exprimer par rapport aux autres, c'est-à-dire que il y a quand même, ça c'est assez bourdieusien comme approche, mais c'est de dire, ok, je reproduis un schéma de ma classe sociale parce que je possède telle chose. L'histoire par exemple de la grosse voiture, c'est une manière de montrer que je fais partie d'une certaine classe sociale ou de me différencier par rapport aux autres. Si on veut posséder pour ça, effectivement, ça correspond à un besoin assez fort d'expression de soi. Et c'est pas le cas dans toutes les sociétés, effectivement. Il y a... Même aujourd'hui? Dans le monde entier, je veux oh, dire, il y a des sociétés qui ont justement un besoin d'expression de soi qui sont moins importants que d'autres, où on tend un peu s'uniformiser. alors c'est sûr qu'avec la mondialisation, ça s'uniformise, mais je pense par exemple en Amazonie, au Shuar d'Amazonie, ou d'autres peuples d'Amazonie, mais qui n'ont pas ça comme objectif premier de posséder en fait. Là, l'idée c'est au contraire de rester dans un équilibre avec la nature, parce qu'en fait, eux, comme ils vivent directement en lien avec le territoire, ils voient que quand ils puissent trop de ressources, directement ça leur retombe dessus. Parce que, en fait, il y a des seuils de la nature. Par exemple, tu vas cueillir tant de plantes ou chasser tant d'animaux, il n'y en aura plus assez pour se reproduire l'année prochaine. Et donc, tu vas être en péril. Donc, le fait qu'ils voient directement l'impact de leur consommation sur leur survie, ça les incite à être en équilibre permanent et à pas être dans l'excès. La notion d'excès, elle n'existe pas du tout dans ces sociétés-là, en fait. Ce que j'ai appelé, moi, les sociétés traditionnelles. Parce que justement, je les ai comparées aux sociétés modernes, où là, les sociétés modernes, c'était vraiment un désir de puissance et d'excès. Du coup, on parle de civilisation de puissance, parce que du coup, grâce à l'énergie qu'on a pu exploiter dans les sols et dans les océans, le pétrole, toutes les énergies fossiles, on est devenu des civilisations de puissance.
mais du coup des civilisations d'excès parce qu'on respectait plus les seuils. Justement, les seuils climatiques, c'est des seuils dans lesquels la Terre peut recycler, parce que la Terre recycle naturellement le carbone, et les océans aussi, mais elle les recycle que dans un seuil. Et c'est pour ça qu'on parle de 1,8 tonnes par personne et par an, parce que c'est ce que la Terre et les océans peuvent recycler. Mais dès qu'on dépasse ces seuils, on est en déséquilibre et du coup on est en péril de survie. Et les peuples indigènes ou traditionnels avaient vraiment en permanence cette idée d'équilibre à respecter, de ne pas dépasser les seuils. Et ça, nous, on l'a perdu. D'accord. Euh, pour continuer encore une fois sur le besoin des puissances, ce que tu disais à un moment, c'est que justement, dans le dialogue qu'il fallait construire avec une personne qui avait un besoin qui était justement, en tout cas, dans notre cas, ce qui serait néfaste pour l'environnement, il fallait trouver un système d'alternative pour répondre à ce besoin différemment. Est-ce que aujourd'hui, selon toi, c'est la solution qu'on doit adopter avec nos solutions, avec nos sociétés, pardon, ou est-ce que faut essayer de réorienter ce besoin vers un autre besoin qui, lui, serait pour le coup bénéfique pour c'est une l'environnement? vraie question. Moi, des moments, je me dis, mais en fait, il faut des politiques fortes et puis il faut imposer aux gens parce qu'on n'a pas le temps de se dire, toi, ton besoin, c'est quoi? Des fois, je me dis ça. Mais dans les formations, je ne dis pas ça. Je dis, en fait, idéalement, il faut s'intéresser aux personnes qui sont déjà prêtes à changer. Ça, j'imagine que dans les autres podcasts, on t'a parlé de cette courbe du changement avec les pionniers, les adoptants précoces. Bon, si tu veux bien nous faire un petit récap, on est preneur aussi. Ok, bon, ça c'est la théorie de Rogers, qui est un sociologue, il me semble, qui a travaillé sur l'adoption des innovations. Donc, une personne est prête à changer. Enfin, une même personne peut être prête à changer sur un comportement, mais pas sur un autre. Par exemple, moi j'ai des toilettes sèches chez moi. Je pense que je fais partie des pionniers, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des toilettes sèches, j'en connais pas des masses. Je sais pas si t'en connais beaucoup. Oh non. Non, voilà. Mais moi, ça me pose pas de soucis. Je trouve ça génial, ça a plein de sens et tout. Et quand j'en parle à des gens qui viennent chez moi, je leur dis tu vas aller dans les toilettes sèches, parce qu'on a encore aussi des toilettes à eau. Je vois qu'il y a une espèce de réfractaire. Non, pas les toilettes sèches. Pour plein de raisons. Hein. Ça peut être des plus anciens qui vont dire ah non, mes grands-parents ils avaient ça puait, c'est horrible. Ou d'autres qui vont avoir peur des mouches. Il n'y a pas de mouches, hein, c'est pas vrai. Il y a aussi plein de croyances. Et du coup, on les appelle ces gens-là plutôt des retardataires ou des réfractaires, justement. Mais ça, c'est valable pour plein d'autres comportements ou plein d'innovations. Donc, il y a des gens qui, de toute façon, vont adopter une technique avant les autres parce que ça a du sens pour eux, ça répond à un besoin. Et ils n'ont pas besoin d'aide de la société ou de politique publique pour leur imposer ça. Puis après, on va avoir les adoptants précoces, qui sont des gens qui vont attendre que les pionniers mettent ça en place, par exemple, sur les toilettes sèches. Peut-être qu'il commence à y avoir des gens qui se disent « Ah tiens, on va faire des toilettes sèches, mais par contre, des toilettes sèches un peu plus optimisées. » Puis ça existe, effectivement. Moi j'ai un seau avec, avec juste la lunette en bois et tout ça, et j'ai vidé mon seau. Mais il y a des toilettes sèches beaucoup plus évoluées, qui sont un peu automatisées et tout ça. Donc ça pourrait plus correspondre à des adoptants précoces, c'est-à-dire que ça va se diffuser plus largement. Il va y avoir une partie de la population plus large. Donc, on dit qu'en général, les pionniers, c'est de l'ordre de 3%. Après, les adoptants précoces, on est plutôt à 13% de la population. Et puis après, on arrive à la majorité précoce. Donc là, c'est quand, ok, imagine, là, tout le monde commence à avoir des toilettes sèches dans sa maison. Peut-être que même l'État va l'imposer. Donc là, la population va de plus en plus, finalement, s'approprier cette technique. Et une fois que tu as franchi le seuil en fait, des adoptants précoces, en général, ça se diffuse tout seul parce que ça devient répandu. Tu vois, là, tu atteins 40% de la population, puis voilà, après, ça se diffuse tout seul parce que ton voisin en a, etc. Pour les toilettes sèches, je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait à la phase des adoptants précoces, mais c'est pour te donner un exemple. Et du coup, en gros, ce qu'on dit, c'est que il y a aussi une autre courbe du changement, celle de Prochaska. Et là, il nous explique qu'en fait, il faut du temps pour un changement. Il y a des changements qui peuvent prendre 20 ans. Et là, il y a différentes étapes. Tu as la phase de pré-contemplation, où là, tu dis, ok, les toilettes sèches, ça me concerne pas, chez moi, non, oui, je sais pas. Et puis après, tu as une autre phase qui est la phase de contemplation, où tu commences à te dire, mais en fait, si ça pourrait m'intéresser, tiens, finalement, pourquoi pas.
Puis après, tu as une autre phase qui est la phase de préparation, où là, tu te dis, ah ok, super, ok, ça m'intéresse, je vais essayer de construire mes toilettes sèches ou de me renseigner pour voir où est-ce que je peux en acheter des tout faits. Puis après, tu as la phase d'action, où là, tu testes ton toilette sèche chez toi. Si ça se passe bien, bah, tu continues. Si ça se passe pas bien, tu reviens à la case départ et tu reviens à tes toilettes à eau. Et puis après, tu as une phase de terminaison ou de maintien d'abord, où là, finalement, tu commences à être vecteur. C'est-à-dire que tu commences à parler autour de toi des toilettes sèches. Tu dis c'est génial, il faut que tout le monde en ait. Et puis ça devient une habitude. Et donc, une personne peut être en phase de pré-contemplation à se dire bah non, les toilettes sèches, je suis pas sûre que ça me concerne. Et avant qu'elle passe dans les autres phases, tu vois, où elle prépare, elle teste et tout ça, il peut se passer des années. Et donc, il y a des gens qui vont déjà être prêts, tu vois, des pionniers qui vont l'avoir fait tout de suite, ça va être très rapide, puis tout, ça va prendre vachement de temps. Et selon plein de choses, en fait, selon les besoins, selon l'histoire personnelle, selon le contexte dans lequel ils sont. Moi, j'habite par exemple en Bio-Vallée, c'est dans la Drôme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des toilettes sèches dans la Drôme. Par contre, si je vais en région parisienne, j'en trouverai probablement moins. Enfin, je me fais peut-être une idée, mais j'ai aussi vécu en région parisienne. Donc, il y a le contexte local qui fait que, tu vois, tu vas avoir tendance à le faire, parce que finalement, t'en vois un peu partout quand tu vas chez les gens, ça devient normal, en fait. Donc, tu vas le faire. Donc, il y a tous ces paramètres qui vont influencer la rapidité avec laquelle tu vas franchir ces différentes étapes. Est-ce qu'il y a au même titre qu'il y a du coup des courbes de changement, est-ce qu'il y a des listes de critères qui définissent en fait les freins de passage, de changement de comportement? Donc là, typiquement, je pense qu'on a identifié un, c'est des comportements sociétals. Ouais. Typiquement, si dans tous mes voisins, il n'y en a aucun qui a des toilettes sèches, ce serait impossible, j'aurais pas d'idée ou j'aurais plus de difficultés en tout cas à en installer chez moi, de peur de sortir peut-être de mon environnement proche, en fait, du cercle d'amis, de mon cercle de voisins, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui sont identifiés qui vont faire que je vais décider ou pas d'agir? Ouais. Alors déjà, moi, il y a les besoins. On a parlé déjà des besoins. Ouais. On a parlé aussi de l'image sociale. Donc ça va être, effectivement, est-ce que je fais partie d'un groupe? Est-ce que je me reconnais dans un groupe ou pas? Donc ça va être important aussi, par rapport à où je veux me situer. Est-ce que je veux me démarquer? Est-ce que je veux au contraire appartenir? Après, il y a... est-ce qu'on m'oblige? C'est-à-dire, s'il y a des lois qui vont dans ce sens-là, au bout d'un moment, je serai obligée de le faire. Mais ce que je disais sur les lois, le problème, c'est que quand on impose, les gens vont tout faire pour esquiver, tu vois. Donc, si ça vient pas d'une volonté profonde, en fait, dès que t'as le dos tourné, ils font autre chose, quoi. Donc, c'est pas très durable. Mais en même temps, des fois, ça peut vraiment donner... on a vu, par exemple, avec le Covid, que ça crée des habitudes quand t'as une obligation qui vient de l'extérieur. Tu crées des changements que t'aurais peut-être pas fait. Moi, je vois, pendant le Covid, j'ai commencé à faire mon pain. Je me suis dit, tiens, je vais continuer. Puis j'ai continué pendant 1 an, 2 ans, puis au bout d'un moment, j'ai arrêté. Ce qui veut dire qu'en fait, la contrainte extérieure, elle dure pas forcément très longtemps. Tu vois, toutes les habitudes que les gens ont prises sur les masques, la bise, tout ça, laver les mains, ça a peut-être impulsé des choses, puis après ça revient. Donc pour que ça dure, il faut vraiment qu'il y ait comme une motivation, on parle de motivation forte, parce que ça va répondre à un besoin fort. Et quelles sont les clés du coup de cette motivation? Le besoin. Mais comment on peut faire naître des besoins du coup chez les personnes? Alors on peut pas faire vraiment naître des besoins chez les personnes. Comme je disais, les besoins, ils sont vraiment liés à l'histoire de chaque personne, et tu peux difficilement les faire changer. Par contre, tu peux trouver des solutions qui satisfont les besoins. Bon, imagine, j'ai quelqu'un qui a en face de moi un besoin de... je reviens sur mes toilettes sèches. Si vraiment je voulais que les toilettes sèches se répandent dans la population, et qu'il y a quelqu'un en face de moi qui a un besoin de paix. Alors, pas de paix, P-E-T-S, hein, c'est vraiment... mais P-A-I-X. Donc, ça veut dire un besoin de tranquillité, de temps. Alors, si je commence à lui expliquer qu'il faut qu'il aille jeter son seau toutes les semaines, par exemple, ça va lui prendre du temps, ça va être compliqué. Là, clairement, ça va pas être possible pour lui. Si je trouve une toilette sèche qui ne lui prend pas de temps, au contraire, par exemple, ça va lui faire gagner du temps parce que il a moins besoin de mettre du produit, je sais pas quoi, ou de les laver parce qu'en fait, c'est une forme de toilette sèche optimisée où il n'y a rien besoin de faire. Ça va répondre à son besoin. Il va se dire, en fait, là, tu me proposes une solution qui va me faire gagner du temps, de l'apaisement.
Donc pas de souci, tu vois. Du coup, il va dire OK. D'accord. Et donc l'idée, c'est pas de faire changer les besoins de la personne, parce que ça, tu pourras pas. Mais par contre, de trouver des solutions qui prennent en compte ces besoins. Ah oui. Ok, d'accord. Tu vois, Je on dit on comprends peut pas faire pousser une plante en lui tirant dessus. C'est un peu pareil. Tu peux pas forcer la personne à changer de besoin. C'est quelque chose qui se fait du fait de son contexte personnel, en fait. Bah, ouais, et encore si. Admettons qu'on a un féru d'avion Ouais. et que une personne qui prend l'avion tous les week-ends. T'as des Et exemples que, encore mieux que les miens. et que du jour au lendemain, les avions deviennent complètement has-been. Et que les seules personnes qui prennent les avions sera je sais pas moi, les vieux soixantenaires qui pensent encore que c'est sympa de prendre l'avion. Et que du coup, ils passent tous pour des gros ringards. Partant du principe du coup qu'on se rapprocherait un peu de l'équivalent du shaming un peu ou des choses comme ça qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines politiques. C'est quoi le chat? C'est de donner honte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a un peu un truc comme ça qui se fait aujourd'hui des fois sur sur Twitter, je crois, c'est pas mal. C'est l'État français du coup qui affiche publiquement les personnalités qui ont fraudé par exemple pour justement inciter les autres à faire attention. Ok. Mais admettons que du coup demain ça devienne ringard par exemple de prendre l'avion. Est-ce que le besoin n'aura pas changé? Il aura toujours envie de prendre l'avion autant qu'avant? Alors, c'est pas un besoin de prendre l'avion. C'est là où Alors. c'est subtil le besoin. Parce que, par exemple, tu dis la personne, elle a envie de prendre l'avion, elle a besoin de prendre l'avion. En fait, c'est pour ça qu'on revient vraiment à des besoins fondamentaux. C'est-à-dire, dans les besoins fondamentaux, il faudrait que je te lise la liste, mais il y a la paix, l'expression de soi, le bien-être, l'empathie, le sens. Il demande les deux. Le respect et je sais plus. Mais du coup, l'avion n'est pas dans la liste. C'est pour te dire que, on donne souvent l'exemple en formation, tu as besoin d'aller au cinéma. Non, ton besoin, c'est soit l'empathie, parce que tu vas au cinéma parce que tu as envie de rencontrer du monde, tu en as marre d'être seul chez toi, de te regarder ton film sur Netflix, tu vas dans une salle parce que tu veux voir du monde. Ou est-ce que tu as besoin d'aller au cinéma parce que tu as besoin de te distraire? Et dans ce cas-là, ça serait pas le besoin d'empathie, mais ça serait un besoin de loisir, justement. C'est celui qui me manquait. C'est de la distraction, du loisir, du jeu. Voilà. Ou est-ce que tu vas au cinéma parce que tu as un besoin de sens, parce que tu vas voir un film sur un documentaire sur le changement climatique et que ça répond à ton besoin de sens. Donc, la même action peut relever de plusieurs besoins. Donc, la personne qui prend l'avion, à quel besoin elle répond? C'est ça qu'il faut voir. D'accord, je comprends mieux. Okay. Je comprends mieux. Ok. Et donc, si c'est has-been, c'est-à-dire que si y a plus d'avion et tout ça, si son besoin, pourquoi elle prenait l'avion? Imaginons. À ton avis, ce serait quel besoin? Elle prend l'avion pour... Faut que je retrouve la liste qu'on avait avant. J'aurais dit pas forcément de sens, pas forcément d'empathie, pas forcément de... Je sais pas s'il y avait efficacité, mais j'aurais dit... Alors ça peut rejoindre la paix, c'est-à-dire que en fait, entre prendre le train, ça lui prend 3 jours. Dans la paix, il y a le temps aussi, tu vois. Et le fait que ça soit pas compliqué. Donc imaginons qu'il prend l'avion parce que il a un besoin d'expression de soi. Si maintenant c'est has-been, eh ben, ça veut dire que ça remplira plus son besoin. Parce que s'il fait ça aussi parce qu'il veut se démarquer par rapport aux autres et tout ça, et que c'est plus le cas, eh ben, il trouvera un autre moyen de se valoriser ou d'exprimer sa créativité en fait. D'accord. Je comprends mieux la différence. Et du coup, il y a une subdivision en fait entre l'expression du besoin et la finalité, ça porte un nom. Par exemple, prendre l'avion, du coup, ce serait... C'est un moyen de satisfaire son besoin. C'est un moyen. Et le problème dans nos sociétés, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que justement en consommant, ils vont satisfaire un besoin, puis ils se rendent compte que non. Tu vois, par exemple, tu vas acheter une voiture parce que tu crois que tu as besoin de te déplacer, mais en fait non. Tu achètes cette voiture-là parce que tu as besoin de t'exprimer, de montrer ta différence. Donc expression de soi. Et en fait, ça marche pas parce que tout le monde a la même, par exemple. Donc du coup, ton besoin n'est pas satisfait, donc tu as une frustration permanente parce que c'est rare que les biens que tu achètes, que tu consommes, remplissent des besoins fondamentaux. J'imagine que ça va nous amener directement sur la publicité. Ils traduisent quand même beaucoup, j'imagine, du coup, qui jouent beaucoup en tout cas sur l'expression des besoins. Est-ce que ça
c'est des recommandations qui sont faites de temps en temps, de justement limiter les publicités, limiter les... Ouais. Bah, disons que les sur les... publicités, elles vont, à mon avis, elles vont jongler sur deux types de besoins. Ça va être l'expression de soi finalement, mais aussi le bien-être, du coup le confort, etc. Et on a vu dans les résultats de l'enquête que c'est deux choses qui ne sont pas en faveur de la sobriété écologique. Quand les gens ont ces besoins-là, en fait, c'est pas compatible. Et du coup, si la publicité stimule ces besoins, ça va pas dans le sens des besoins qui permettent la sobriété. Donc, il faudrait plutôt stimuler l'empathie, le sens, etc. D'accord. Ouais, donc il y a certains besoins quand même qui sont sous-représentés par rapport à d'autres en fait. Parce que Dans la publicité, ouais, j'avais jamais vu comme ça, mais ouais, je pense que tu as raison. Ouais. Enfin, la publicité fait quand même appel à beaucoup de stimuli qu'on a au quotidien, j'imagine. Ouais. Et doit justement peut-être favoriser certains besoins, comme tu disais, par rapport à d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les imaginaires qu'on a construits dans nos sociétés, justement, on met en avant l'empathie? Ah bah ça, bonne question, je te la renvoie. Qu'est-ce que t'en penses? Non, justement, pas assez. Peut-être pas assez. Ouais, Mais... je pense que c'est vrai qu'il y a un enjeu derrière ça, complètement. Ouais, faudrait restimuler l'empathie. Ouais. Pour, en tout cas, si on veut atteindre plus d'équité climatique. Et du coup, quel levier? À la fois à notre échelle, à la fois à l'échelle peut-être même de l'État, si ça t'inspire des choses. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Non, mais pas forcément pour l'empathie, mais je veux dire pour mettre. Si, en fait, je peux répondre pour l'empathie. En avant quand même certaines choses. En fait, je pense que l'empathie a des intérêts pour plein d'autres choses. Déjà, elle rend les gens plus heureux. J'ai vu une étude qui montre que les gens plus empathiques sont souvent plus heureux que les autres. Il y a Mathieu Ricard qui a fait un bouquin qui s'appelle Plaidoyer pour l'altruisme, où il a plein d'études comme ça, super intéressantes. Et comment stimuler l'empathie? Par exemple, en introduction, je disais que moi, j'avais pas mal développé un intérêt pour le yoga, la méditation. Il y a des méditations qui sont vraiment clairement orientées sur la compassion. Donc l'empathie, c'est des mots un peu similaires. Et en fait, ça se travaille. C'est aussi quelque chose qui peut vraiment se travailler à travers des méditations, par exemple. Et ça se cultive. Ouais. Donc ça peut être une solution. Ça me permet de reboucler avec le début de l'entretien. Donc on a pu voir que tu travaillais donc sur une formation qui s'appelait Accompagner le changement de comportement individuel avec l'ADEME. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 mots un peu sur cette formation du coup auprès de qui elle se destine, quels sont les grands axes que vous abordez, Ok. etc. Donc, c'est une formation qui a été montée à l'origine par Séverine Millet et Lara Mank-Joubert. Donc je rends à César ce qui appartient à César. Ces deux amis qui font un super boulot. Et après, donc, on est 3 autres formateurs dessus. Et donc on intervient surtout auprès de collectivités ou ça peut être par exemple des ALEC, agences locales de l'énergie, ou des associations, pour aider en fait les gens qui sont conseillers, par exemple, des conseillers en énergie partagée, des conseillers sur l'isolation des maisons, des conseillers sur la gestion des déchets ou des déplacements ou de l'alimentation. Et donc on aide ces personnes à mieux être équipées pour comprendre ce qu'ils jouent pour les gens qu'ils accompagnent. Et c'est des formations qui sont très bouleversantes souvent parce que justement on travaille sur des choses plus profondes. Souvent on commence par l'image de l'iceberg, l'iceberg du changement qui, en fait, en surface, c'est les choses plus visibles, c'est des comportements visibles, ça peut être des aménagements, des pistes cyclables ou des choses sur lesquelles on peut agir de manière visible. Mais en profondeur, un iceberg, il fait 3/4 de son volume qui est sous l'eau. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas. Et tout ça, ça se joue en profondeur. Donc ça va être des émotions, par exemple, des besoins fondamentaux qu'on a vus. Ça va être des croyances, des peurs, tout ce qui est aussi de l'ordre de l'inconscient. Et donc on les équipe, en fait, ces gens à mieux voir ce qui se joue pour leur public en profondeur. Mais ça veut dire que ça prend du temps, parce que pour accompagner vraiment une personne, il faudrait mieux comprendre ses besoins, justement, ses résistances, ses motivations. Et ça, ça nécessite vraiment de pouvoir l'écouter, de prendre du temps avec elle.
Et du coup, il y a une espèce de conflit entre, il faudrait massifier, il faudrait changer des comportements de manière massive. Et non, en fait, pour vraiment que ça soit des changements durables, il faut qu'on prenne le temps et que ça se fasse presque de manière individuelle au cas par cas. Donc là, il y a une espèce de truc qui se dit, ok, comment on arrive à jongler avec ça? Et justement, ce qu'on leur dit à ces gens, c'est cibler. C'est-à-dire, vous pouvez pas toucher tout le monde, ce serait super, hein, mais cibler les gens qui sont prêts à changer. Donc, vous épuisez pas avec les retardataires dont on a parlé tout à l'heure, hein, les derniers, les réfractaires, là, ceux qui mettront jamais de toilette sèche, pour revenir sur mon exemple. Mais vraiment, venez sur ceux qui sont en questionnement et qui sont prêts à changer. Ceux qui viennent vous voir, en gros. Ceux qui vous disent, moi, je sais pas comment faire, je veux isoler ma maison, ok, comment je fais? Allez pas parler à des gens qui sont encore en phase de précontemplation. De toute façon, c'est pas mûr pour eux. Il faut attendre que les médias s'en emparent, que ça devienne commun, que les voisins puissent leur en parler. Donc, n'épuisez pas votre énergie à essayer de parler à tout le monde, surtout ceux qui sont en résistance, et venez aider ceux qui sont prêts à changer, puis c'est eux qui vont faire le boulot à votre place après. C'est eux qui vont devenir des médiateurs auprès de leurs voisins, etc. Donc en gros, ces gens-là, ça représente 10% de la population. Vous allez les reconnaître parce que ceux qui demandent des conseils, vous les équipez en conseils, ils changent, et puis après, c'est eux qui vont aller voir tout le monde pour dire « Regardez, c'est génial, j'ai changé ». Ça, c'est vraiment ce qu'on leur dit, c'est « Ok, sortez de votre éco-anxiété, revenez dans votre zone de confort, ciblez, allez choisir vraiment les gens qui sont prêts à changer. » D'accord. Mais ça touche presque un peu à la psychanalyse, en fait, rentrer un peu justement dans cette partie immergée de l'iceberg. Oui, un peu. Alors des fois, on leur dit non, mais attention, vous n'êtes pas psychologue, Ouais. psychanalyste. Donc restez bien dans vos missions. C'est-à-dire que vous avez aussi un besoin qui est d'accompagner un changement pour la collectivité. Et vous n'êtes pas là pour faire la psychanalyse de l'autre. Par contre, c'est vrai qu'on va s'intéresser à ce qui se joue en profondeur pour l'autre, mais du coup, je trouve que c'est super parce que ça crée vraiment un autre type de société où on est beaucoup plus en lien. Justement, il y a quelque chose de très empathique dans cette relation d'écoute. Et rien que ça vaut le coup, ces formations, pour recréer une autre dynamique. C'est-à-dire, on n'essaie pas de massifier, d'aller vite, de changer tout le monde, de forcer le changement. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas forcer le changement, on ne peut pas tirer sur l'herbe. Il faut la laisser pousser à son rythme, mais on va juste la diriger, on va l'accompagner. Moi, je donne souvent l'image d'une rivière avec des cailloux, c'est-à-dire que la rivière, elle coule, et vous n'essayez pas de mettre un barrage pour dire non, tu changes de comportement. Tu mets un petit caillou à un endroit pour la faire dévier tranquillement, et du coup, elle reste fluide, mais toi, tu la diriges un peu pour qu'il y ait un changement favorable à l'ensemble de la société. Ok. Et ça prend du temps. C'est ça le problème. Mais donc, à un moment, il faut accepter que, ok, ça va prendre du temps, et c'est comme ça. Et c'est quoi la posture exacte qu'on doit avoir justement pour se mettre justement en tant que petit caillou et pas forcément en tant que barrage? Déjà, il faut travailler sur soi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens dans ces formations qui viennent avec des idées, des croyances fortes, que eux, ils ont raison, que eux, ils sont presque des fois à se dire mais je supporte pas l'autre, je supporte pas que l'autre soit indifférent au changement climatique, c'est trop dur pour moi. Et je leur dis mais est-ce que t'es pas pire qu'eux dans tes croyances et dans tes jugements en fait quelque part? À un moment il faut accepter aussi de se faire un travail sur soi et de se dire ok, moi c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi mes besoins? Si je suis au clair avec mes propres besoins, je vais voir ce qui me pousse à vouloir absolument changer les autres. Puis je vais peut-être accepter mieux que eux, ils aient des besoins tout aussi importants. Et que c'est ok, on n'est pas dans une lutte de valeurs, quoi. Des fois, il y a des gens qui sont hyper écolos et qui croient que les autres n'ont pas de valeur, mais les autres, ils peuvent avoir d'autres valeurs. Ça peut être la justice sociale. Voilà, il y a d'autres combats, en fait. Donc accepter qu'on n'ait pas tous les mêmes besoins ni les mêmes combats. Et c'est en étant plus tolérant avec les autres et du coup en acceptant la différence, donc en faisant un travail sur soi, que ça peut devenir beaucoup plus empathique et plus fluide. Ok, d'accord. Je vois. Donc je reboucle avec mon intro sur développement personnel. Alors c'est pas développement personnel dans le sens vraiment égoïste, je travaille sur moi pour ça, je travaille pour moi dans une démarche empathique de relation à l'autre et à la planète. Ça marche. Et mais du coup, tout ça, c'est des changements peut-être qui sont plus durables, qui sont amenés justement de manière fluide et volontaire, ouais. Et volontaire, ça, ouais, c'est ça, ouais. Et volontaire. Mais dans ce cas, est-ce que c'est
c'est envisageable de concevoir des changements du coup, de cette même nature, donc à la fois fluides et volontaires, de manière un peu plus massifiée, même Ouais. si ça doit prendre du temps. Est-ce qu'il y a des clés qui permettent de le faire sans forcément passer 10, 20, 30 jours avec la même personne pour comprendre pourquoi cette personne a du mal à changer et ce qu'on peut faire pour... Alors, Oui. j'ai déjà un peu donné la réponse en disant si vous ciblez 10% de la population qui est prête à changer, cette population va faire le job pour vous. C'est-à-dire qu'eux, ils vont massifier. Parce qu'eux, ils vont parler à des gens qui leur ressemblent et ils vont faire le job à votre place. Et ils vont le faire de manière volontaire et bénévole parce que c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Donc déjà, ça c'est un truc, c'est-à-dire que tu cibles, mais du coup ça se diffuse par tache d'huile, ça se répand en fait. Et puis l'autre manière, c'est quand même d'avoir des politiques publiques un peu fortes, mais comme je disais tout à l'heure, il faut imposer peut-être l'objectif, mais pas le moyen. Donc c'est un vrai travail d'équilibriste en fait, c'est très subtil, c'est pas dans l'excès, tu vois, bien sûr l'idée d'excès, mais voilà, on cherche à toujours trouver le bon équilibre D'accord. dans ces différentes sphères. Ouais. Et à tes yeux aujourd'hui, du coup, cette tache d'huile, elle en est à combien de pourcentage quand on parle de... Ça dépend des Tu me domaines. donnais, je crois que tu me donnais 6%, c'est ça, de vegan en France 3% de végétariens. 3% Ah, de vegan, végétariens c'est moins d'un C'est pourcent. moins. Bah, du coup, 3% de végétariens en France. Dans combien de temps est-ce que Alors, on sera si tous tu suis végétariens la et même juste courbe, de manière générale, tout le reste si tu suis, après ça dépend de la vitesse, mais voilà, à la louche, je peux pas te dire dans combien de temps il y aura 50% de végétariens, mais peut-être 30 ans. Mais en fait, ça dépend aussi des menaces extérieures, parce qu'en fait, on parle aussi d'efforts de guerre, c'est-à-dire quand il y a vraiment un truc radical, un peu comme le Covid, les gens sont prêts à changer très vite. Le problème, c'est qu'après, ils reviennent en arrière. Donc, c'est super dur de pouvoir estimer comment ça va changer. Peut-être que plus le changement climatique va s'accélérer, plus les gens vont réagir et changer de comportement. Mais peut-être qu'aussi ils vont se protéger, être beaucoup plus dans l'adaptation. Euh, Moi, je sais pas du tout, je pourrais pas te dire des stats. J'ai l'impression que ça change beaucoup plus vite qu'avant. Ça, c'est quand même cool. Après, pareil, il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'avoir une espèce de société totalitariste, écologiste, n'est pas non plus Oui. idéal. Je pense pas. Donc, moi, je reste quand même vachement optimiste, mais bon, c'est ma nature. Parce que je me dis qu'en fait, tous ces changements-là, ils nous apprennent plein de choses aussi. Ils font évoluer la société. Tu vois, c'est parce qu'on vit aussi des situations difficiles qu'on devient peut-être plus empathique. On parlait de l'empathie. Peut-être que ça va être obligatoire de passer par l'empathie si on veut s'en sortir. Donc, c'est grâce aussi à ces difficultés qu'on évolue. Et ça vient beaucoup aussi de la philosophie orientale dont je parlais. Les transformations sont nécessaires, en fait. D'accord. Pour nous faire changer, à condition de changer, bien sûr. Ça marche. Alors, pour poursuivre, alors, 2 dernières questions, si ça te va. Ouais. D'une part, je voulais savoir si, du coup, toi, à ton échelle personnelle, comment est-ce que tu gères justement ces... Est-ce que tu as déjà eu à gérer justement des problématiques de changement de comportement, au-delà des toilettes sèches? Pour moi, Ouais. Et si oui, du coup, comment est-ce que tu t'y es pris ouais. Est-ce que Bah, ça par t'a exemple, pris sur du le temps végétarisme, Ouais. moi j'ai commencé, j'avais 20 ans à être végétarienne. À l'époque, ça se faisait pas, donc c'était compliqué. Surtout dans ma famille, c'était pas tout à fait courant du tout. Donc, fallait s'adapter, comme plein de végétariens encore aujourd'hui. On en parle souvent entre végétariens, du coup. Et comment tu fais quand tu es invité et tout ça et tout ça. Donc, je suis passée par plein de phases, par exemple, des moments où j'étais hyper radicale. Je disais, non, je suis végétarienne, et voilà, voilà. Puis après, des phases, bah non, je mange ce qu'il y a et je m'adapte. J'en mange un peu pour goûter, et puis je fais pas chier mon monde. Euh, et puis, d'autres fois, ben, là, en ce moment, par exemple, je sais, je n'en achète pas, je n'en cuisine pas, mais s'il y en a, je peux en manger. Mais j'en mange un tout petit peu. Voilà. Donc je jongle avec différentes phases, mais je reste quand même sur quelque chose qui, pour moi, c'est tellement essentiel parce que sur le végétarisme, ça répond à tellement de valeurs, notamment à l'empathie vis-à-vis des autres êtres vivants que j'arrive pas à vraiment
Enfin, je reste toujours quand même très végétarienne sur le fond. Même si ça m'arrive de faire des écarts, et notamment en société, ben voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bah, peut-être par empathie pour les gens qui ont cuisiné, je sais pas, faut que je me pose la question de pourquoi je le fais pas tout le temps et partout. Après, d'autres exemples, bah, en fait, je pense que voilà, c'est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire, je passais peut-être par des allers-retours, des moments sur la voiture. Ben, c'était horrible pour moi de prendre la voiture. Je me sentais, à chaque fois que je faisais 1 kilomètre, je me disais, mais là, j'ai pollué combien? C'est pas possible. Et puis, en fait, en allant vivre à la campagne, pour pouvoir justement faire un peu de permaculture, pour vraiment avoir un habitat qui soit plus autonome, plus cohérent dans l'habitat, et ben là, du coup, il y avait la voiture. Et donc, il y avait comme une contradiction. Donc, au bout d'un moment, je me suis apaisée avec ça en me disant, bon, bah, je fais ce que je peux. Je reviens sur la zone de capacité. C'est-à-dire que ben, je fais ce que je peux sur tel domaine, et puis sur tel autre, et ben, c'est moins bien, bah, c'est moins bien, quoi. Et c'est une J'accepte manière comme ça. de pas générer de frustration. On parle beaucoup de frustration. Et Ouais. ouais, c'est ça, de société de la frustration quand on parle d'écologie. Un monde dans lequel on ne pourra plus jamais rien faire, on ne pourra plus rien manger, plus se déplacer, etc. Et du Ouais, coup, moi, je suis quand même beaucoup sur le plaisir. Enfin, à un moment où je me suis dit, tiens, j'ai pas fait de 0 déchet, je vais m'y mettre, tu vois. Je me suis dit, allez. Puis alors, du coup, j'avais une espèce d'euphorie, de joie au début à trouver plein de solutions 0 déchet, tu vois. J'étais là, ouais, je peux fabriquer ma recette, machin, un truc. Et puis après, je me suis confrontée aux difficultés. C'est-à-dire, trouver des trucs sans emballage, c'est compliqué, certains trucs. Et puis, en fait, il faut aller chercher des trucs super loin en voiture, donc là, c'est plus très cohérent. Et du coup, il y a l'euphorie au début, puis après, il y a un équilibre qui se recrée sur, un peu comme je disais sur le végétarisme. Au bout d'un moment, il y a un équilibre sur, ok, qu'est-ce qui est tolérable pour moi en ce moment? Qu'est-ce qui m'apporte du plaisir? Qu'est-ce qui m'en apporte pas? Et du coup, au final, moi, ça reste toujours un effort joyeux, en fait. Enfin, et quand ça l'est plus, bah, c'est que c'est pas juste. Et du coup, bah, je reviens un peu en arrière sur mes décisions, puis j'attends le moment où bah, peut-être que je vais franchir un autre pas. Et D'accord. voilà, ça se fait au fur et à mesure en Du coup- fonction de l'interaction avec les autres aussi, de la famille. Ok, donc gardez en tête que déjà les changements ne sont pas définitifs Ouais, et d'autre part qu'ils sont pas censés générer justement de frustration. malaise et de frustration. Non, vraiment, ils doivent apporter de la joie quand même. D'accord. Ouais. Et toujours revenir dans sa zone de capacité. Et quand on sent qu'on est frustré, c'est qu'on est presque hors de sa zone de capacité. Ok. Important à retenir. Ouais. Bah, ça va rentrer du coup dans la dernière question que j'avais à te poser. C'était pour finir du coup un peu ce podcast. Quel conseil est-ce que tu donnerais du coup à tous les acteurs de la transition qui nous écoutent, qui veulent faire évoluer leurs changements de comportement et qui veulent faire évoluer également les changements de comportement un peu autour d'eux? Donc, Alors, pour je dirais de répondre à pas cette trop fameuse vouloir... tâche d'huile. de pas trop vouloir faire changer les autres s'ils sont pas en demande, s'ils sont pas prêts. Parce que là, il y a risque d'épuisement pour soi. À vouloir faire changer quelqu'un qui de toute façon n'est pas prêt, il y a épuisement. Donc, essayer de voir les gens qui sont prêts. Et on les voit quand ils viennent demander des conseils, tout ça. Donc, vraiment cibler ça. Et puis, pour soi, faire de la méditation. Mais j'ai souvent vu qu'il y avait une espèce de conflit dans le monde des écolos et le monde du développement personnel. Et c'est pour ça que j'ai fait mon bouquin qui s'appelle Replanter les consciences, où j'essaie de montrer comment les deux peuvent vraiment se rejoindre. D'accord. Et proposer justement une voie commune, une nouvelle voie en fait qui tienne compte de ces deux choses qui sont pour moi vraiment complémentaires. Ça marche. Bon, et ben on arrive au bout de ce podcast. Dans ce cas, merci beaucoup Sabine pour ton temps. C'était un plaisir. Merci pour ces questions. Ça aide bien. Merci Merci encore. beaucoup. Puis bonne suite avec vos podcasts et vos aventures.